J'espère sincèrement que nous n'avons plus de squelettes dans le placard. Douglas Flint, président de HSBC, auditionné par une commission parlementaire britannique. Gad Elmaleh ne fait pas rire avec sa pub pour une banque. Quand un artiste vend son image, qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce qu'il perd? C'est la saison des déclarations fiscales. On vous dira dans quel pays on paye le moins d'impôts. Des camions transportant des articles de luxe braqués en pleine nuit, c'est notre dossier. Témoignage en fin d'émission d'un chauffeur victime d'une agression. Il a pointé l'arme au moment qu'ils sont rentrés. Bonsoir, bienvenue à tous. Pour une fois, Gad Elmaleh fait rire à ses dépens. Il a été la risée du web parce qu'il a nié avoir un compte caché en Suisse chez HSBC, mais aussi parce qu'il a fait de la pub pour une autre banque. Imaginez un instant si Coluche avait fait pareil en son temps. Alors un artiste peut-il vendre son image sans dommage? C'est la question que s'est posée Antoine Multon. Les sportifs qui nous vendent tout et n'importe quoi, on a l'habitude. Quand Federer ne tape pas dans une balle, il a un autre métier très lucratif, il fait panneaux publicitaires. Tout ça, personne ne le lui reproche, même si Roger s'est fait 45 millions de francs de salaire, rien qu'en sponsor. Federer, il peut vendre tout et n'importe quoi parce qu'à la base, c'est déjà une icône. Il est aimé de tous, il est connu mondialement, il est numéro 1, il est sympathique. Ok pour les sportifs, mais quand un artiste comme Gad Elmaleh fait de la pub pour une banque, là, ça coince. Je rêve d'une banque qui soit faite spécialement pour moi. Moi, Gad. Attention, pas une banque qui m'oblige à prendre des trucs qui servent à rien, que je comprends pas, ça non. Une banque qui penserait à mes intérêts. Gad, qu'est-ce que tu nous as fait? Ça, c'est vraiment l'histoire, c'est le flop par définition, c'est un cas d'école qu'il ne faut plus jamais reproduire. Un artiste, ou l'image qu'on en a, c'est un personnage critique contre la société un peu rebelle. Mais apparemment, ça pèse pas lourd face à un cachet de 450 000 €. Surtout, ça lui a valu la risée du web et des avalanches de tweets. Vendu à une banque. Crime contre l'humanité. Ça décrédibilise vraiment tout. Bref, Gad s'est planté. Soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas le bon produit qui va donner l'impression au public de l'artiste qu'il y a une forme de trahison à frayer, à monnayer son image avec telle ou telle entreprise. Des artistes engagés, il y en a aussi chez nous. Des artistes qui dénoncent le saint profit. On est des pions sur l'échiquier, où ce qui compte c'est le chéquier, ici le profit, un profil précis. Et pourtant, Stress en a accepté des chèques, notamment ceux de Volkswagen pour vendre ses modèles plus écologiques. Mais si on raisonne comme un publicitaire, ça ne pose visiblement pas de problème. Sur la road to blue. Alors Stress, c'est très intéressant parce que lui, il a une ligne de conduite sur l'écologie, la protection de l'environnement à travers son œuvre. VV, elle va prendre le risque d'aller sur le côté critique, donc aller chercher l'artiste qui est plutôt contestataire, pour pouvoir, elle, prouver à son audience, à ses clients, que oui, elle se soucie vraiment de la problématique environnementale. Preuve en est, c'est qu'elle converse avec un chanteur qui, lui, est controversé et est engagé dans ce sujet-là. Combien Stress a-t-il gagné? Mystère. Il n'a d'ailleurs pas voulu en parler à TTC. Il faudra qu'aujourd'hui, et Stress et la marque automobile trouvent cet équilibre et que la voiture tienne ses promesses. C'est évident qu'il y a un petit moment où ça pourrait déraper. Ça, c'est ce que l'histoire nous dira. Le mariage réussi entre un artiste et une marque, c'est bien sûr celui-là. C'est un des modèles fabuleux qui fonctionne à tous les niveaux. Pour Clooney, ça lui apporte un capital sympathie très important, parce qu'il ne joue pas un rôle dans un des films, et puis ça lui apporte une audience qui est démultipliée par la publicité, qui est phénoménale.
Du charme et de l'autodérision, c'est le mariage parfait entre une marque et un artiste engagé. Parce que oui, George est engagé. Il dit reverser la plupart des 40 millions de dollars qu'il touche pour des causes humanitaires. Peut-être que Gad pourrait en prendre de la graine. What else? C'est la saison des déclarations fiscales, en l'occurrence. En Suisse, c'est principalement le salaire qui est taxé. On est bien placé pour le savoir. Mais il existe des pays où on ne paye pas d'impôt sur le revenu. Alors, Marcel Mion, dans quel pays les contribuables sont-ils aussi gâtés? Il y a des paradis, Patrick, avec en prime des plages de sable blanc dans les Antilles, dans les Bermudes, aux Bahamas, dans les îles Turques et Caïques, dans les îles Vierges britanniques, les Caïmans et Anguilla ne prélèvent pas le moindre centime sur le revenu. Les taxes sur la consommation et sur l'installation des sociétés offshore qui abritent là-bas des centaines de milliards suffit largement à combler les besoins. Les pétromonarchies du Golfe vous offrent un autre paradis, taxation zéro en Arabie Saoudite, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, à Oman et dans les Émirats arabes. Là aussi, les revenus de l'or noir et les royalties payées par les sociétés de pétrole étrangères suffisent largement. Dans l'océan Indien, je vous conseillerais sans hésiter les Maldives. Et puis en Europe, le Rocher de Monaco et la principauté d'Andorre. Là aussi, taxation zéro sur le revenu. Et si on reste alors sur l'impôt sur le revenu, la Suisse se situe où à peu près? Bien, la Suisse, ni enfer, ni paradis. La ponction y est même inférieure à la plupart des pays voisins. Ce qui frappe en Suisse, ce sont les disparités entre les cantons. Les derniers chiffres ont été publiés jeudi par l'Institut Bac-Basel. Alors, si on prend une famille aisée, 2 enfants, revenu brut 200 000 francs, c'est en Suisse centrale qu'on paiera le moins et même beaucoup moins. Genève pointe en 12e position, viennent ensuite Valais et Vaud. Et tout au bout du classement, Jura et Neuchâtel sont les cantons les plus gourmands. Maintenant, si on prend un contribuable modeste, célibataire, 30 000 francs de revenus, Vaud et Genève sont au contraire les cantons les plus intéressants. Et puis à l'autre bout du canton, Jura, Neuchâtel et Fribourg sont vraiment les cantons où l'enfer fiscal reste, même pour les contribuables les plus modestes. Ouais, on n'est pas aux Maldives. Hein. On n'est pas aux Maldives. Merci Marcello pour ces précisions. Échapper au fisc devient toujours plus difficile. Un nouveau délit va entrer en vigueur le 1er juillet dans le droit suisse, c'est le blanchiment de fraude fiscale. Alors de quoi on parle? Eh bien, il vient de s'installer. On va voir tout ça avec notre consultant. Xavier Auberson, né en 1961, avocat professeur, il est notre consultant fiscalité. Sa devise, Dieu reconnaîtra les siens. Xavier Auberson, bonsoir. Bonsoir. Juste pour rester ce qui vient d'être dit, les disparités entre les cantons, est-ce que ça vous paraît être une saine concurrence ou ça devient difficilement tenable? Alors, je pense que ça reste une saine concurrence parce que ça incite au fond les cantons à être quand même sages dans le taux d'imposition. Si on sait qu'un contribuable peut partir dans le canton voisin, eh bien, ça fait une certaine pression. Maintenant, il y a quand même une certaine limite. Je pense qu'il y a un problème qui existe dans la fiscalité actuelle, c'est la question du lien entre l'imposition et l'utilisation des infrastructures. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler. Je pense que c'est trop de revenus est donné au canton de domicile. Et il est facile alors de se mettre dans un canton à très basse fiscalité et de profiter des infrastructures d'un autre canton. De travailler dans un autre canton. Exactement. On pourrait imaginer une répartition entre plus, le lieu de résidence et le lieu de travail. Surtout aujourd'hui où les gens circulent et se déplacent beaucoup plus qu'avant. Vaste chantier. Si vous êtes venu aujourd'hui, c'est pour parler d'autre chose. C'est ce nouveau délit donc, qui va faire son entrée dans le droit suisse. C'est le blanchiment de fraude fiscale. Ça sera le 1er juillet. Alors, on connaissait déjà la fraude fiscale tout court. C'est quoi la différence? Alors, la différence, c'est que ce délit de fraude fiscale devient en fait un crime et l'utilisation des fonds par un intermédiaire financier qui serait destiné à entraver l'identification de la personne qui a commis cette infraction est érigée en une nouvelle infraction. Donc il y aura 2 infractions, la fraude fiscale d'un côté et puis le blanchiment de l'argent de la fraude fiscale de l'autre. On peut faire un parallèle avec le trafic de drogue, par exemple? On peut faire un parallèle. Donc vous êtes trafiquant de drogue, vous risquez l'emprisonnement. Enfin, c'est pas beau, hein. Vous risquez l'emprisonnement. Et l'intermédiaire financier qui reçoit les fonds et qui sait qu'il provient d'un trafic de drogue est un blanchisseur, donc qui commet lui-même une infraction. Ce sera la même chose dans la fraude fiscale. Mais alors, tout le monde est concerné parce qu'il y a des petits fraudeurs fiscaux, des gens qui oublient un cachet ici ou là, etc. Ils sont aussi touchés? Pas encore. Je dirais, le seuil, c'est la fraude, qui est une notion technique de droit fiscal suisse. C'est-à-dire qu'il faudra des faux documents
avec une soustraction d'impôt, plus 300 000 francs d'impôt soustraits par année. D'accord. Donc on parle quand même de... Il y a un seuil. Oui, Et pour ça l'instant. concerne les Suisses également? C'est ça la grande nouveauté, exactement, c'est que la source du revenu est absolument indifférente. Donc on pense toujours à l'argent de résidents étrangers non déclarés en Suisse, mais cette fois les Suisses sont concernés également, ce qui fait qu'un banquier suisse intermédiaire financier va devoir vérifier et s'il a des indices qu'un Suisse est en train de lui amener de l'argent qui proviendrait d'une fraude fiscale, eh bien, il doit prendre des mesures et peut-être même avoir un devoir d'annonce. Mais alors concrètement, là, on peut dire que c'est la fin du secret bancaire en Suisse pour les Suisses? C'est le début de la fin. C'est une déjà la lente fin pour les érosion. étrangers, on est C'est déjà la d'accord. fin pour les étrangers. Voilà. Ça, Et c'est maintenant, clair. comment c'est Et la maintenant, fin ça pour les commence Suisses? pour les Suisses, avec effectivement, comme on a vu, ce seuil quand même très élevé, donc il faut des faux documents. Mais imaginez par exemple quelqu'un qui reçoit un salaire, le certificat de salaire est faux. Par exemple, il ne le met pas, ou il cache des choses. Là, vous avez déjà un faux document. Donc on va assez vite dans cette infraction. Par contre, le cas typique, ce sera des comptes, de société, pertes et profits, bilan. Là, dès que vous avez une société et qu'on reçoit de l'argent, on sera très vite dans le Quelles faux aussi. conséquences ça pourrait avoir justement pour les banques, les intermédiaires financiers, les gérants de fortune? Je pense que la conséquence, c'est qu'il va y avoir donc ce devoir de vigilance. Ils vont devoir mettre en place des procédures pour au moins identifier si l'argent provient d'une fraude fiscale ou autre, avec une difficulté, alors effectivement, pour les comportements à l'étranger, parce qu'il faudra qualifier en droit étranger une infraction fiscale. Donc il faudra connaître un tout petit peu le droit fiscal étranger. Et puis pour les Suisses, et pour les Suisses, ça veut dire que les banques vont être de plus en plus, disons, sévères pour recevoir de l'argent de Suisse. Et s'ils ont des indices que ça provient d'une fraude, ils ne pourront pas accepter cet argent. Cette nouvelle disposition, ça vous ravit ou ça vous contrarie? Je pense que c'est une évolution normale. C'est le GAFI. Donc, vous savez que ces recommandations, elles existent depuis 2012. La Suisse les a acceptées en 2012. On doit les mettre en œuvre. Tout se joue sur cette notion du GAFI qui s'appelle grave infraction fiscale. Donc, la Suisse a interprété cette notion comme la fraude fiscale. Est-ce que le GAFI va l'accepter à long terme? Ça, c'est une autre question. Un durcissement comme celui-ci, il est bienvenu aujourd'hui. On a vu avec l'affaire HSBC qu'il y avait encore pas mal de lacunes dans la lutte contre le blanchiment et contre la fraude fiscale. C'est l'air du temps. Moi, je suis convaincu que cette époque de la fraude fiscale est révolue et donc tout le monde doit s'adapter. Il faut régler le passé, ça ce sera le grand sujet, la grande difficulté pour tourner la page, mais c'est terminé. Pour moi, c'est un débat qui est terminé. Vous diriez aussi qu'on était trop laxiste, trop longtemps? Peut-être, je dirais qu'on n'a pas cru avec assez de perspicacité que le monde avait changé, et on a pensé qu'on allait pouvoir tenir encore longtemps alors que l'environnement avait déjà changé. Et là, à l'époque, je ne suis pas le seul à le dire, on aurait pu négocier des contreparties et abandonner peut-être plus tôt certaines choses et avoir un accès au marché, avoir d'autres avantages qu'on n'a pas obtenus aujourd'hui. Xavier Auverson, merci pour cette analyse. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Ça nous rappelle les attaques des diligences, mais ça se passe aujourd'hui près de chez nous. Les camions chargés de produits de luxe sont braqués sur les aires de stationnement, d'une forme de piraterie moderne en forte augmentation. Reportage Raphaël Guillet avec le témoignage d'un chauffeur victime de ces agressions. Tout a l'air normal en ce soir de février 2014 au sud de Paris. Normal jusqu'à cet étrange balai de voitures et de camions qui oblige Denis à freiner brusquement. Une fois que j'ai été bloqué par un autre véhicule, un camion, 2 secondes après, même pas le temps de mettre, à peine le temps de mettre le frein, 2 cagoules qui sortent de chaque côté, couvrent la porte avec pétard et pied de biche. Je me suis retrouvé dans la couchette avec un pied de biche dans le dos et un mec qui conduisait mon camion. Et qui pointait sur vous une arme. Il a pointé l'arme au moment qu'ils sont rentrés. Après, celui qui avait l'arme, c'est lui qui conduisait. Et là, c'est le cauchemar. Qu'est-ce qui va arriver? Moi, première réaction, je dis, faites pas les cons, les gars, j'ai 2 gamines à élever. Et là, il y a eu un petit moment de silence et il y en a un qui a dit, si tout se passe bien, tu reverras tes gamines. Au fur et à mesure que les minutes passent, il me rassure. Il me dit, non, t'inquiète pas, si on n'est pas emmerdé, si tu coopères, tu reverras tes gamines. Nous, on s'intéresse au chargement.
On veut le chargement. 30 minutes de trajet, puis 1 heure pour transférer les marchandises dans un autre véhicule. Les voleurs lui rendent son camion, pas son téléphone. Denis est libre, mais déboussolé. Seul dans le camion, voilà. À 23h, sur une petite route au milieu des bois. Je suis allé au péage, au premier péage où tu sais qu'il y avait de la lumière, surtout. Je voulais un coin avec de la lumière. Et là, j'ai appelé les flics. Après, la police m'a pris en charge. Et puis voilà. Des centaines de chauffeurs en Europe ont vécu le même calvaire. Confirmation à Genève, au siège de l'Union internationale des transports routiers, où cet expert a pris part à une étude fouillée sur ce type de piraterie. Pour vous donner 1 ou 2 exemples, un conducteur sur 6 a été victime d'une attaque durant les 5 dernières années. Donc, pour être clair, si vous êtes chauffeur poids lourd, vous allez subir une attaque durant votre carrière, c'est certain. Cela dit, les voleurs n'attaquent pas seulement le chauffeur et son chargement, ils veulent aussi le carburant du véhicule. Un simple chiffre, dans l'Union européenne en 2013, 13,5 millions de litres de fioul ont été volés. C'est un immense problème. Problème pour le transporteur car si le pétrole est à la baisse, le plein de diesel pour un camion c'est près de 1500 francs non remboursés par l'assurance. L'étude constate aussi que près d'un tiers des chauffeurs agressés l'ont été plus d'une fois et par des voleurs toujours mieux organisés. Dans le passé, on voyait des voleurs qui, occasionnellement, volaient un camion. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés au crime organisé. Avec de faux chauffeurs infiltrés dans les entreprises, avec des attaques sur le système informatique pour voler des données précieuses sur le type de cargaison et leurs itinéraires. Et du coup, les camions deviennent des cibles très faciles. La plupart des vols de fret ont lieu sur les aires de stationnement où les routiers cassent la croûte et se détendent avant de repartir. Dans un cas sur 3, le voleur a profité d'une fenêtre entrouverte pour y introduire un gaz en guise de somnifère, pour neutraliser le chauffeur et surtout sa cargaison, car c'est bien cela qui attire les voleurs. Cet homme qui organise le transport de centaines de milliers de tonnes de marchandises chaque année est bien placé pour le savoir. Ils ne cherchent pas des clous, ils ne cherchent pas des vis, ils ne cherchent pas de la farine. Ils cherchent vraiment ce qu'ils peuvent facilement transporter et facilement revendre. Ce n'est pas une marchandise qui est destinée à être stockée, c'est quelque chose qui doit s'écouler vite. Et qu'est-ce qui s'écoule vite? Le parfum s'écoule vite, des jeans s'écoulent vite, des paires de chaussures, Adidas, Puma ou autres. En France, il y a beaucoup de marchandises qu'on retrouve volées, qu'on retrouve sur les marchés. Un flacon de parfum que vous allez retrouver à la moitié de son prix sur un marché, ça reste un produit très intéressant pour le consommateur que nous sommes tous. Il y avait quoi dans le camion? Du parfum. Du parfum et autres groupages. Un peu de tout, quoi, parce que je n'ai pas accès à tout, mais il y avait une grosse partie de parfum. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Parce que la cargaison a été volée. Ah ben, on ressent, on est comme un con, quoi. On est une merde. On est une merde. On ne sait plus quoi faire. On a l'impression d'avoir presque un viol, quoi. Parce qu'on se dit merde, comme un con. Et on ne peut rien faire. Raphaël Guillet, bonsoir. Bonsoir. Alors, ces marchandises volées, finalement, est-ce qu'elles s'écoulent facilement? Vous savez, je dirais que c'est un peu le mystère de la distribution de l'ombre. Les polices européennes enquêtent d'ailleurs sur ce marché très particulier. Si on reprend l'exemple des parfums, puisqu'il en était question dans le reportage, qui va revendre des parfums? Les grandes surfaces, ça m'étonnerait. Les drogueries, les parfumeries, ça m'étonnerait aussi. Il y a trop de risques. Ce sont surtout, comme le disait cet interlocuteur à l'instant, les marchés à ciel ouvert, peut-être quelques vendeurs ambulants. Mais il faut savoir que si vous trouvez, avec ces personnes-là ou dans certains endroits, des parfums de grandes marques à 40 francs seulement, ça ne veut pas forcément dire que c'est de la mauvaise qualité ou de la contrefaçon. Ça veut peut-être dire que c'est quelque chose qui est tombé du camion, comme on dit couramment. Jolie expression, hein. Ce qui frappe alors, c'est la quantité de ces agressions. Vous dites, je crois dans le reportage, un conducteur sur 6. J'étais surpris moi-même. 1 sur 6, c'est des chiffres qui datent de 2008.
date du rapport, et les chiffres, les années suivantes, ont été en augmentation constante. Il y a un chiffre qu'il est important de connaître pour bien comprendre ce phénomène du vol de fret, c'est pour l'Europe, ça représente tout frais confondu 1 milliard d'euros par année. C'est du lourd, quoi. Et alors, que font les transporteurs pour échapper aux voleurs ? La principale mesure qui est actuellement mise en application, c'est la constitution de zones de repos, de ravitaillement complètement sécurisées avec caméras de surveillance, projecteurs toute la nuit, et puis aussi des agents de sécurité qui patrouillent de manière à ce que les gens puissent enfin arriver dans ces parkings et dormir tranquillement, enfin. Merci Raphaël. Et puis les entreprises de transport, eh bien, elles mettent encore en place toute une série d'autres mesures qui utilisent notamment les technologies, les nouvelles technologies de géolocalisation. C'est la suite de votre enquête. À l'époque des diligences, 2 moyens de contrer les attaques, tirer ou alors courir plus vite que les voleurs. Jetez-nous la cassette au valet. Aujourd'hui, on préfère miser sur l'apport des satellites. Les informaticiens développent aussi une surveillance 24 heures sur 24 à l'aide de drones afin de pister les pirates de la route. Un marché sécuritaire en pleine expansion pour la sauvegarde des camions avec par exemple le déclenchement d'une alerte lorsque le véhicule quitte l'itinéraire prévu ou lorsque l'homme qui prend les commandes du 40 tonnes est un voleur non identifié. Chaque chauffeur possède une puce qui doit badger lorsqu'il monte dans le camion. Voilà, comme ça le système sait quel chauffeur conduit quel camion. Donc on pourrait très bien imaginer qu'à partir du moment où le camion roule sans que le chauffeur titulaire soit à son poste, ça voudrait dire qu'il a été volé. Et puis on pourrait imaginer déclencher une alarme, enfin la technologie le permet, et voire immobiliser le camion. L'entreprise vaudoise Friderici est spécialisée dans les transports exceptionnels. Elle a connu 3 vols de camions quand elle véhiculait des produits de luxe, le dernier étant survenu à l'époque des tout premiers systèmes de géolocalisation. Il était, je pense, minuit et demi. Quand le téléphone a sonné, j'étais bien évidemment dans mon premier profond sommeil. Et puis là, c'est un chauffeur qui s'annonce, qui me dit « Ah oui, je suis à côté de Milan, je suis à la douane, enfin à côté de la douane, et j'ai mangé au restaurant avec un collègue de l'entreprise. Et je ressors là maintenant et plus de camions. » Plus de camions, mais une balise cachée dans le véhicule à l'insu du voleur. On a commencé par prendre contact avec la société qui nous couvrait au niveau des satellites. Et là, on a pu constater que le camion avait déjà pris la direction du sud de l'Italie. Fin de l'histoire. Le camion et le cambrioleur seront interceptés par la police italienne dans la région de Naples. Mais certainement qu'aujourd'hui, avec la géolocalisation, comme elle s'est vulgarisée, je pense bien que c'est la première chose qui est recherchée dans le camion qu'on est en train de voler, c'est dire je vais couper j'en sais rien, couper les câbles pour ne pas être repéré. Mais là, c'était les débuts de la géolocalisation et ça nous a bien rendu service. Un autre système est en vigueur pour limiter les risques. Comme chez ce transporteur basé en région parisienne, ici on loue le camion et le chauffeur, la remorque étant fournie déjà chargée par le client. Ici, on a le cas de FedEx, qui est une remorque propre au client. Et nous, on prend notre camion, on l'attelle et on fait la livraison. Et la remorque FedEx, par exemple, fournie, vous ne pouvez pas l'ouvrir? Non. Non, on n'ouvre pas, elle est plombée. Mais dans le cas de FedEx, le chauffeur ne sait pas ce qu'il transporte? Non, pas du tout. On ne sait pas ce qu'on transporte, même nous, on ne sait pas ce qu'on transporte. Et si c'est de la drogue? On n'est pas responsable. Pour prévenir le vol, il faut aussi compter sur le flair du chauffeur et sur son expérience. Ah maintenant oui, quand il y a une voiture ou un camion qui est pas sûr, qui est un peu louche devant moi, je prends mes distances. Parce que maintenant, l'erreur que j'ai faite, c'était de m'arrêter derrière eux. Maintenant, quand il se passe quelque chose, je m'arrête 10-15 mètres avant. Parce que, surtout le soir. Denis a beau faire attention, il sait que les malfrats redoublent d'imagination et que les policiers qui vont l'arrêter demain pour un contrôle routier seront peut-être, cela s'est déjà produit, des voleurs déguisés.
Elle donnera 2 concerts cette fin de semaine à Genève, mais il n'y a plus de place. Véronique Dicker, l'imitatrice chanteuse canadienne, jouera à guichet fermé. James Aymon l'a rencontrée dans les coulisses des coups de cœur d'Alain Morisot et il en a eu un de coups de cœur. Elle répond à notre interview Cigale aux fourmis. Bien que j'aime bien chanter comme la cigale, je suis une fourmi, je crois. Quand je suis loin de lui. Savez-vous marchander? Je sais pas pourquoi. Souvent, je sais que je me fais avoir. Et je sais que dans les yeux du marchand, il y a quelque chose qui... Il dit, je vais l'avoir, celle-là, mais moi, je suis un bon poisson. Je me fais souvent avoir. La personne qui va marchander dans notre couple, c'est plutôt Raymond. Combien pour une bouteille de vin? OK, chez nous, au Québec, les bouteilles de vin sont très chères. Malheureusement, on paye le prix. Mais combien je serais prête à mettre pour avoir une bonne bouteille? Dans les centaines de dollars. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant fort. Donnez-vous aux musiciens de rue? Par exemple, si on est dans le métro et que j'ai eu le temps d'entendre le talent du musicien, d'entendre la musique, oui, il va m'arriver souvent de donner aux musiciens de rue, oui, certainement. Combien pour vous faire un bec? Combien pour me faire un bec? Cher. Cher parce que, malheureusement, celui qui marchande mes baisers, c'est mon agent. C'est Raymond, mon mari. Et comme je vous disais tout à l'heure, il est bon pour marchander, mais il est très bon pour négocier aussi. Donc, ça risque de vous coûter très cher. C'est fini? Ah, mais ça n'a pas fait mal. Ça va. Oui. C'est bon. Oui, c'était bon. Ben non, ça fait pas mal. La semaine prochaine, on sera en plein salon de l'auto. On vous racontera la réussite incroyable de la Dacia, cette voiture low cost, quasi sans électronique, qui n'est pas des plus aguicheuses, devenue contre toute attente un succès mondial. Un succès qui redonne d'ailleurs le moral à Renault, la maison mère. On ira dans les usines en Roumanie, là où elle est fabriquée. D'ici là, passez tous une bonne semaine, une très douce nuit. À bientôt.